Il vient juste de faire partie d'une des vidéos les plus virales de toute l'histoire de la francophonie. Le reportage Kaizen de Inoxtag. Rendu en haut, je suis sûr que je vais me chier dans les culottes, mec. La tente. Quand j'ai rencontré Inox, là, je me suis dit, ce gars-là, c'est un athlète. La montagne était solide, là, une brute, autant physiquement que mentalement. Il me semble si je venais de chier partout en montant l'Everest, je serais en train de paniquer. Là. Les symptômes reliés à l'altitude, ils commencent à partir de 2500 mètres. Après, c'est 8848. À cette altitude-là, là, chaque 100 mètres, là, c'est exponentiel. Tu vivais comment avec le fait de voir des morts sur l'Everest? Bizarrement, ils sont bien préservés parce qu'ils sont congelés. T'sais. Ça peut faire 5-6 ans qu'il est là, puis il y a encore de la peau dans la zone de la mort qu'on appelle. Quand tu croises quelqu'un qui redescend, ben là, il faut que tu te déclipes de la corde. Je veux même pas dire que c'est angoissant. Là. Je veux dire que ça a été le moment où j'ai eu le plus la chienne de ma vie. Là. Chaque move est important. Là. Tu peux pas faire une erreur, sinon t'es plus là. Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey, welcome back sur le podcast number one around the world. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant. On a beaucoup de questions. Je pense que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui a joué autant avec la mort que ça, mon beau-frère. Ouais, c'est crazy. En ce moment, la gang, on reçoit l'homme le plus viral du Québec depuis un asti de bout. Là, Il est planétaire. En ce moment, il est du planétaire. Népal à la France jusqu'au Québec, en passant par les montagnes du New Hampshire. Ouais, ça va être vraiment le fun. Ça va être un sujet différent aussi. Là, on va parler aujourd'hui, on va parler d'alpinisme, on va parler de plein de trucs. Puis on reçoit un invité qui est justement ultra viral. Il vient juste de faire partie d'une des vidéos les plus virales de toute l'histoire de la francophonie. Fait que c'est quelque chose de gros quand même. C'est 33 millions de vues, je pense. C'est rendu. Ouais, c'est la vidéo la plus vue en France. 11 millions de vues en 24 heures. Dans le fond, vous l'avez sûrement vu. C'est le reportage Kaizen, en tout cas, de Inoxtag. Donc, il a fait partie de cette aventure-là. On a le téléphone. Ça sera pas bien long. Ça part, ce podcast-là. OK. Ça sonne encore. Est-ce que... Ben oui, dans le chat, on est présentement dans le barbershop Le Barbu. Comme vous pouvez voir, ça sonne un barbershop qui est extrêmement en demande. C'est Le Barbu sportif. On est à Drummondville pour faire l'épisode. Fait qu'il a fallu qu'on trouve un spot vraiment dernière minute parce que notre invité habite à Drummondville. Puis c'est rare qu'on tourne ici. Fait que genre une journée d'avance, on a réussi à pouvoir nous faire un spot pour nous accueillir. Fait que gros shout-out au Barbu sportif. Ah oui, ils ont dû 13 succursales puis on le produit. Fait que vous viendrez faire un tour au Barbu sportif. Fait que c'est ça. Que ce que je disais, c'est la vidéo qui a été le plus vue en 24 heures dans l'histoire de la France. Donc, ça a été un énorme succès. Fait que vous l'avez sûrement vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez faire ça après ce délicieux podcast. Mais si ça vous tente de vivre un moment délicieux avec les gars qui prennent un break, ben ce samedi, on est en spectacle à Québec. C'est quoi, le 5 octobre? 5 octobre. Après ça, le 22 octobre, on va être à Rimouski en spectacle. Et le 24 octobre aussi, on va être en spectacle dans la région de Gatineau. On va être à Gatineau. Il reste quelques billets. Je pense que c'est sold out déjà à Québec. Bref, les billets sont dans la bio. Il y a un lien. Achetez vos billets. Venez avec vos amis. Après ça, on reste, on jase, on boit, on brosse. Les invités, on va bientôt vous les annoncer sur nos réseaux. Ouais, c'est ça. Puis on essaie de rendre ça différent de ce qu'on fait dans les podcasts. Fait que si vous voulez voir de quoi de plus unique puis de plus personnel aussi, je pense que les choses sont d'une bonne façon. Puis c'est ça, on va bientôt annoncer les invités qu'on a pour le show de Gatineau puis Rimouski. Mais pour Québec, si jamais il reste quelques billets, là, ça se peut aller voir. On a les gars du Gang Show puis on a une grosse surprise aussi à l'entraque. Fait que ça va être vraiment un épisode qui nous excite. Fait que venez voir ça. Puis on va sûrement sortir ça sur YouTube éventuellement. Fait que vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne notre ambiance de spectacle. Ah oui, sans plus tarder, je voulais faire un gros shout-out à Eros avec le Break 15
Vous savez déjà, c'est là que ça se passe, mes petits cocos. Donc, sans plus attendre, parce que j'ai vraiment hâte qu'on y parle, ce gars-là, il a fait son testament v'là pas plus tard que 2 heures, mon beau-frère. C'est vrai? Oui. Il fait partie d'une poignée d'hommes qui ont réussi à monter 3 des plus hauts sommets sur cette planète, les 8000 mètres. Il a fait partie aussi, comme on disait, du reportage Kaizen par Inoxtag. C'est un super beau bonhomme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on l'accueille Charles Poche! Yeah! C'est vrai que c'est un beau bonhomme. On l'a juste vu dans les images dans sa tente après 40 jours d'expédition. Mais Chris, il est beau quand il revient à Québec, ce gars-là. Il se met clean. C'est vrai que t'es clean. Thank you, boys. Ça fait plaisir. Merci de participer au podcast. Oui, on est bien content de te recevoir, Charles. Vraiment content d'être là aussi, les boys. Merci de l'invitation. Merci à toi. On est venu dans ta ville natale. Tu viens-tu de Drummond? Ouais, je viens de Drummondville, j'ai grandi ici, puis je vis encore ici. OK. Fait que tu fais, mais t'es globe-trotteur. Fait que tu restes combien de temps par année, mettons, au Québec? Ben écoute, dans les dernières années, j'ai été ici souvent, mais là, c'est sûr qu'avec le fait de prendre du temps pour vivre l'aventure à temps plein, là, c'est sûr que dans la prochaine année, je serai pas ici très, très souvent. Je prévois être à l'étranger dans diverses aventures qui vont m'emmener un peu partout dans le monde. Ouais, mais c'est ça. Ça, on voulait en parler parce que là, c'est ça. En ce moment, le Québec te connaît, puis pas juste le Québec, il y a sûrement des Français qui nous écoutent. La francophonie te connaît présentement parce que tu as eu une histoire de diarrhée méga virale où tu racontes que tu as fait caca dans une tente. On va parler de tout ça, ton aventure avec Inoxtag, etc. Ça va venir, fait que restez avec nous, là, on va couvrir tout ça. Mais avant ça, on voulait quand même jaser un peu de ton parcours d'alpiniste parce que pour te rendre à l'Everest, j'imagine qu'il y a des années de travail derrière ça, puis il y a du vécu, puis plusieurs expéditions. Fait qu'on voulait savoir un peu comment tu as commencé ton aventure en tant que gars qui fait des expéditions d'alpinisme en haute altitude. Ouais, en commençant par le fait que tu pesais comme au-dessus de 200 quelques livres, puis que t'étais pas nécessairement un athlète. Fait que c'est quand même inspirant, comme tu nous en as parlé off-cam, c'est quand même inspirant comme parcours. Ouais, ça a starté comment? Ouais, vraiment. Ben écoute, en fait, j'ai commencé par être un globe-trotteur, un voyageur. Je me suis promené un peu partout dans le monde, sac à dos, depuis ma vie d'adulte, si on peut dire. Puis après ça, au fur et à mesure que la vie a avancé, ben, je me suis trouvé à faire un voyage. Je trouve qu'il y a eu une grande influence sur moi. Ça a été le chemin de Compostelle. J'ai fait ça quand on sortait un petit peu de la pandémie en 2021. Et puis, en faisant ce voyage-là, j'ai marché 700 km pendant 24 jours. Tout seul ou avec du monde? Ouais, tout seul. Puis écoute, ça m'a permis de croire que petit pas par petit pas, on parvenait à réaliser des grandes choses. Puis, suivant ça, quelques mois après, je me suis retrouvé dans un voyage au Guatemala. J'ai rencontré un gars dans une auberge, puis le gars, il me montre des photos, il me montre un volcan en éruption au Guatemala. Puis écoute, je capotais sur les photos qu'il me montrait. C'était vraiment impressionnant. Puis j'ai dit, ben regarde, je vais aller monter ce volcan-là. Puis, en fait, j'étais pas équipé pantoute. J'étais allé là en running shoes, puis je me suis joint à une équipe qui était toute, les gens étaient préparés, il y avait tous des bottillons de randonnée et tout. Puis, j'ai vécu une super expérience, puis j'ai atteint le sommet, si on peut dire, de ma première montagne de 4000 mètres. Ça, on est en décembre 2021. Ça, 4000 mètres pour quelqu'un qui ne se connaît pas rien des montagnes, ça correspond à quoi? Là, Ben, écoute, ça commence à être de la haute altitude dans le sens que les symptômes reliés à l'altitude, ils commencent à partir de 2500 mètres. Puis, okay. C'est quoi les symptômes écoute, souvent les gens en altitude vont commencer à avoir des maux de tête, ainsi de suite. Puis à se sentir moins bien, tu tombes avec le souffle plus court. Donc l'effort physique devient de plus en plus difficile. Là, de courir à cette altitude-là, c'est vraiment demandant, c'est vraiment difficile. Puis moi, bizarrement, je faisais partie d'un groupe de 15, puis il y en a 11 qui ils ont dit, écoute, c'est assez pour nous, on arrête. Puis on est 4 à s'être rendus au sommet. Ça, c'est dans le temps que tu étais gros ou tu étais redevenu fitness? Non, écoute, j'étais overweight là, à ce moment-là. J'étais pas encore en forme comme je le suis aujourd'hui.
Puis suivant cette expérience-là, j'avais un rêve de jeunesse qui était de monter le mont Kilimandjaro. Puis quand je suis revenu de là, je me suis dit, écoute, là, il faut que je me prenne en main, je me mette en shape. Puis c'était un peu tout là déboulé, dans le fond. En janvier 2022, j'ai vu un post, là, quelqu'un qui avait partagé le premier marathon de Drummondville qui allait avoir lieu en mai 2022. Puis je me suis inscrit. Puis écoute, tu sais, je joue au hockey dans une ligue de garage, puis je raconte ça à mes chums, tu sais, que je m'inscris à un marathon. Tout le monde est parti à rire, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui aurait misé sur moi, mais j'ai commencé en courant des courses de 3 km, 5 km, ainsi de suite. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai atteint mes objectifs de faire en entraînement, un 10 km, un demi-marathon. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis je me suis trouvé à aller faire le Kilimandjaro à l'été 2022, donc il y a à peu près 2 ans seulement. Aïe, aïe. Fait que c'est un peu comme ça que mon parcours a évolué. Puis là, vous devinez qu'en 2 ans, ben là, j'ai été un peu Crinqué, la pédale dans le plancher. Là. Tu sais, l'expérience que j'ai pris en 2 ans, pour quelqu'un qui prendrait un parcours un peu plus normal, moins intense, ça prendrait peut-être 5-6 ans là, à faire. Moi, j'ai enchaîné montagne par-dessus montagne là, à partir de ce moment-là. Puis, c'est ça. Après ça, à l'automne 2022, j'étais allé faire le trek du camp de base l'Everest. J'ai fait mon premier sommet de 6000 mètres au Népal dans le cadre de ce voyage-là. Puis après ça, j'étais allé faire le mont Aconcagua. Ça, c'est en Argentine. C'est la plus haute montagne des Amériques. Okay. Ça avait été une expédition vraiment difficile. Puis, on avait échoué notre première tentative. On ne s'était pas rendu au sommet avec l'équipe. Puis, Pourquoi ça? Qu'est-ce qui arrive? Faut que tu abandonnes? Ben, en fait, c'est que c'est pas un abandon. C'est à un moment donné, il faut que tu sois rationnel quand tu fais ce genre d'ascension-là. C'est dangereux. Il y a des risques qui sont reliés à être à cette altitude-là. Il n'y a pas de secours. Tu peux pas te faire sauver vraiment. Quand tu dépasses 6000 mètres, c'est vraiment... Tu es laissé à toi-même. Puis, on n'avait pas eu de la bonne météo la première fois. Écoute, il y avait une tempête de neige la veille du sommet. On avait décidé d'y aller pareil parce que ça aurait été difficile de rester, d'attendre que la météo se place pendant qu'on était au camp 3. Puis, on était allé, mais on marchait dans un pied de neige tout le long. Puis, c'était difficile d'avancer. On était trop lent. Puis, quand on était arrivé dans la zone là, où on était proche du sommet, à 200 mètres du sommet, tout le monde de l'équipe était brûlé. Puis, à 200 mètres, il me semble que tu es rendu à 200 mètres, non? C'est 200 mètres d'altitude. Il reste encore peut-être un genre de 2 heures d'ascension à faire. Sur combien de temps? Ça paraît pas gros. Mettons 2 heures sur genre 6 jours ou 2 heures sur... 2 heures. La poussée pour le sommet, je me souviens plus. Là, c'est une affaire d'une dizaine d'heures. Puis là, il reste 2 heures. Mais là, tout le monde est brûlé. La météo a changé. Ouais. Il y avait des gros vents. Puis le mauvais temps s'en venait. Puis je pense que ça a été, ça a été la bonne décision de redescendre. Fait qu'on est tous revirés de bord. On est redescendu jusqu'au camp de base, qui est à 4000 mètres. Puis moi, la montagne était là. Puis je savais juste que, on n'avait pas été chanceux. Bad timing avec la météo et tout. Puis j'étais avec mon ami Louis. Puis on s'était dit, écoute, on reste. Puis on attend de la bonne météo. Puis on la réessayera d'une couple de jours. Le reste de l'équipe, ils ont dit, nous autres, on est brûlés, on a tout donné ce qu'on avait à donner. Fait que tout le monde est parti, puis moi puis Louis, on est retourné 5 jours après. Puis là, on a fait le sommet. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai cru à l'Everest pour la première fois. Vous comprenez que il y a 2 ans, 2 ans et demi, jamais j'avais pensé à l'Everest. Pas cette confiance-là. J'avais pas pensé à l'Everest avant, mais après avoir réussi ça, j'ai comme réalisé que j'avais comme une grit à l'intérieur de moi qui me permettait de croire à l'Everest peut-être un jour, mais encore là, je savais qu'il me restait des croûtes à manger, puis qu'il fallait que je me forme encore plus, puis que je vive d'autres expériences encore plus difficiles. Puis j'avais lu le livre d'un Québécois alpiniste super connu, Gabriel Philippi. Puis je m'étais dit, crime, je ne perds rien à y écrire. Puis j'avais demandé des conseils un petit peu sur le chemin à prendre là, pour me rendre à l'Everest. Puis à ce moment-là, mon projet était un peu secret. Gabriel, il me dit, j'ai l'idée de faire un 8000 mètres
à l'automne 2023. Il dit tu pourrais venir avec moi faire ça. Puis il dit c'est la meilleure porte d'entrée, faire un 8000 mètres, c'est la meilleure porte d'entrée pour l'Everest. Là, L'Everest, combien de mètres ça versus mettons... L'Everest, c'est 8848 mètres. Écoute, ça, c'est. Tu sais, à cette altitude-là, là, chaque 100 mètres, là, c'est exponentiel. Ça fait vraiment une différence. Okay. Fait que je suis allé avec Gabriel. Dans le fond, je suis allé avant ça en juin en Alaska au Denali. Puis en septembre, l'année passée, je suis allé faire le mont Manaslu au Népal. Okay. C'est la 8e plus haute montagne au monde. Puis moi et Gabriel, on a atteint le sommet le 20 septembre. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est là que le projet de l'Everest est devenu réel. Là. Je me sentais plus, j'avais plus le syndrome de l'imposteur, puis de me demander si j'avais les aptitudes ou les qualités ou le portfolio pour aller à l'Everest. Puis dans le fond, c'était important pour moi de me sentir justement comme ça parce qu'on entend trop souvent des histoires d'horreur à l'Everest qu'il y a des gens qui vont là pas préparés. Puis c'est vrai, pour l'avoir vécu. Panique puis il meurt. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je voulais vraiment avoir le bagage là, nécessaire pour aller faire l'ascension de l'Everest. Fait que c'est un peu de même que c'est arrivé. Puis l'automne passé, quand je suis revenu du Népal avec la belle histoire du sommet du Manaslu, ben là, le projet de l'Everest, il a vraiment pris son envol. Puis là, ça a tout confirmé. Ouais. Dans tout cet apprentissage-là, oui, tu as appris physiquement que tu étais capable de faire ça. Ouais. Mais mentalement, c'est quoi qui a été ta plus grande découverte sur toi-même? Ben, sur moi-même, c'est les expéditions sont longues. Hein? Puis je pense que c'est juste... J'ai réalisé que j'avais un positivisme inébranlable dans le sens que il y a des journées que pendant une longue expédition que ça va moins bien. Là, tu peux pas tout le temps bien aller puis avoir des jambes à chaque jour. Puis je trouve que j'ai comme la capacité de rebondir, de garder une bonne attitude même quand ça va pas bien, même quand c'est difficile, puis juste de croire que, exemple, demain, ça va aller mieux. Mais c'est vrai, parce que dans ton extrait, tu t'étais chié partout. J'étais comme, me semble, si je venais de chier partout en montant à l'Everest, je serais en train de paniquer. Là, comme, là, faut que je m'en retourne. Là, j'ai la diarrhée, je peux pas grimper. Puis toi, t'avais l'air quand même assez relax. Là, t'étais comme, ben, tu sais, j'ai essayé de faire une sieste. J'ai le ventre qui engourdit un peu. Mais tu sais, t'avais pas l'air de paniquer trop. C'est une histoire qui est à la fois cocasse, mais qui est évocateur de l'expédition qu'on a vécue. L'expédition à l'Everest, c'est vraiment demandant parce que oui, ça dure longtemps. Puis à ce moment-là, quand j'ai eu la diarrhée en arrivant à Camp 2, c'est sûr qu'il y avait des doutes qui s'installaient parce que quand tu as la diarrhée, tu te déshydrates, veux pas. Mm-hmm. Puis, toutes ces choses-là, tu veux pas être déshydraté en haute altitude. Là, puis c'est risqué, qu'est-ce que tu manges? Il faut que ton corps il garde. On brûle tellement de calories en faisant l'ascension d'une montagne aussi grosse. Puis, juste à rester là, on brûle des calories. Quand tu es à 6000 mètres, que tu dors à 6000 mètres, tu brûles vraiment, vraiment beaucoup de calories. Donc, c'est sûr que là, ça me faisait douter. Mais en même temps, j'ai fait attention à moi par la suite. Puis, les choses se sont placées. Puis après ça... le lendemain, j'étais correct. Il a fallu rester 3 jours à Camp 2 parce que la météo, elle a changé. C'est ce qu'on voit dans le documentaire. Puis, bref, moi, le lendemain, j'étais correct. Puis, on a pu poursuivre. Puis, il n'y a pas eu d'incidence par la suite, heureusement. Mais c'est toujours des enjeux qu'on veut éviter. Mais ça a été un... On a vraiment eu du fun, là, les 4 boys ensemble pendant cette aventure-là. Puis, vous le voyez dans la tente, là, on se racontait tous, un et l'autre, nos histoires sans gêne. Puis, c'est ça. de la façon que vous l'avez vu. C'est sûr que quand ça s'est passé, si tu m'avais dit ça va se ramasser puis ça va être vu par des dizaines de millions de personnes, ben je t'aurais peut-être pas cru. Mais c'est ce qui est arrivé, puis je suis bien à l'aise avec ça parce que ça reflète toute l'authenticité qu'on avait ensemble, moi et les boys. Ben oui, certainement. On va pouvoir revenir à Inoxtag, mais j'aimerais ça qu'on part, mettons, du day one où ce que
OK, go, je m'en vais faire l'Everest, puis qu'on fasse un peu une ascension, tu sais. Pour votre information, ça coûte environ entre 50 et 100 000 monter l'Everest. Fait qu'on va pouvoir en parler, comment tu as financé ça, ça a été quoi ton processus mental, puis tout dans une ascension pour aller jusqu'à ton expérience avec Inoxtag. Mais Day One, c'est quand tu dis ça, c'est comment que ça se passe, tu t'en vas où avec tes skis? Ben écoute, quand tu te dis ça, là, tu sais, quand tu te dis je vais monter l'Everest, ben la première affaire que je me disais, c'est que ça prend de l'engagement. Tu sais, aller monter l'Everest, là, en réalité, c'est comme faire un marathon, c'est comme faire un Ironman, c'est que tu gagnes en partie, tu sais, ton succès, là, tu le travailles en entraînement, puis la journée du marathon, tu vas cueillir le fruit. Là. Mais tu sais, ton marathon, tu l'as bâti sur 3-4 mois, puis tu as couru. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait avec l'Everest, tu sais, dans le sens que moi, à partir du moment où j'ai dit je vais à l'Everest, ben écoute, je me suis entraîné en débile plusieurs heures. Tu savais que tu y allais, là. Ben oui, je me suis entraîné plusieurs heures par semaine, puis après ça... C'est comment, genre, ça ressemble à quoi un workout? Je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé au gym, là, dans le temps que je m'entraînais à Québec, puis il y avait un gars qui était arrivé tout en alpiniste pour faire le Stairmaster, genre, puis il était arrivé avec ses gros sacs, puis tout son kit, puis j'étais comme, mais c'est un malade, mais c'est-tu ça, genre, faut vous fassiez? C'est ben, tu sais, moi, je l'ai travaillé de diverses façons, tu sais, au final, il faut que t'aimes ce que tu fais pour t'entraîner, pour que tu gardes le pace, on peut dire. Puis, moi, j'ai fait un peu de... Tu sais, j'ai continué la course à pied, j'ai fait du vélo stationnaire avec mon ami Guim. Et écoute, on s'est entraîné dans le gym pour renforcer ma masse musculaire. Puis, à chaque week-end, je partais dans les White Mountains au New Hampshire, beau temps, mauvais temps. Puis, c'est peut-être pas de quoi que je conseille, là, mais tu sais, j'y allais beau temps, mauvais temps. Puis, on sait que cet endroit-là est réputé dans le monde pour avoir des gros vents et une température vraiment exigeante. Tu voulais manger ça chaud. Hein. Ouais, ben écoute, je voulais pas me la donner facile, puis tu sais, je voulais vivre les gros vents, puis le froid, puis ainsi de suite. Fait qu'à chaque fin de semaine, j'allais là-bas. Fait que ça me faisait faire mon Stairmaster dans la réalité, là, tu sais, d'aller monter le mont Washington, puis faire la traversée des présidentielles, ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait tout l'hiver, à partir du mois de janvier, tous les week-ends, jusqu'au mois de mars, jusqu'à temps que je parte. Puis après ça, ben là, le voyage arrivait. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a eu un gros imprévu quand je suis allé là-bas, parce qu'en fait, j'allais là-bas avec Gabriel, encore une fois. Là, tu sais, c'est un peu ça, c'est un peu pourquoi on avait fait le Manaslu ensemble. Puis finalement, la première journée que j'arrive là-bas, Gab, il me dit Charles, je ne monterai pas l'Everest finalement. Fait que là, écoute, ça. Méchante claque d'en face. Ouais, écoute, entre ça et une brique d'en face, c'est à peu près pareil. Là. Puis pourquoi, lui, c'était quoi sa raison? Il filait pas? Ou... Ben, en fait, encore aujourd'hui, je l'ai jamais vraiment su, la vraie raison. Puis, je suis bien à l'aise avec ça. Puis, tu sais, la minute que quelqu'un dit je ne monterai pas l'Everest, ça me servait comme à rien de chercher là-dessus, tu sais, de chercher à savoir le pourquoi ça allait rien changer. Tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à monter l'Everest. C'est ça, il y a des chances de mourir, fait que c'est comme... Ah non, fait trop risqué. Là, je me suis juste mis en mode solution, puis j'ai pensé à qui je pouvais connaître sur la montagne avant de me trouver une autre agence, peu importe. Fait que c'est là que j'ai pensé à mon chum Louis, avec qui j'avais monté la Concagua. Louis m'avait dit... Il m'avait dit que ça se pouvait qu'il soit à l'Everest cette année. Fait que, avec un YouTuber, blabla. Fait que là, je l'appelle. J'ai dit « Hey Louis, finalement, t'es-tu à l'Everest? » Il me dit « Hey, j'ai eu la confirmation. Je pense qu'il l'avait eu la veille. » Fait qu'il dit « Je vais être là. » Puis là, c'est là que j'ai demandé « Hey, tu penses que je peux me joindre à vous là, pour l'expédition? » Puis là, il me dit, écoute, je peux pas répondre à sa place. Là. C'est lui qui va... c'est ça. Tu voulais juste te trouver une équipe pour monter. Ben oui. Pour l'instant, le YouTuber, tu veux rien... Ben non, moi, c'est pas grave. À ce moment-là, je savais pas c'était qui. T'sais, moi, je voulais juste être avec une équipe. Je voulais pas monter l'Everest toute seule avec mon Sherpa. Mais t'as-tu conscience de la portée de ses vidéos? T'as-tu conscience que lui, il fait des millions de vues ou même t'es même pas là? À ce moment-là, moi, je sais même pas son nom, YouTuber. Là. À ce moment-là, j'ai aucune idée. Okay. Mais t'as mentionné le mot Sherpa. Comment tu trouves ton Sherpa? Comment tu t'arrives là-bas, t'achètes ton billet, c'est des forfaits? Comment ça se passe? En fait, moi, mon Sherpa, je l'avais rencontré au Manaslu.
C'est Gabriel qui me l'avait présenté, puis pour ça, je vais être tout le temps extrêmement reconnaissant envers Gab parce que c'est lui qui m'a fait rencontrer Renji. Puis moi, Renji, je l'avais encore à l'Everest, puis indépendamment du fait que Gab montait avec moi ou pas, moi, je montais avec Renji. Tu sais, Gab, il avait son Sherpa, moi, j'avais Renji. Puis Renji, lui, il montait avec moi. Donc, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, Louis, il me dit... Écoute, redescends. Moi, j'avais 2 semaines d'avance sur eux dans mon itinéraire. Fait que je suis redescendu. J'étais déjà au camp de base. Je suis redescendu dans les villages un peu plus bas, là, dans le trek, là, par où que j'étais passé en montant. Puis, écoute, j'ai passé une après-midi avec les boys. Puis le soir, je savais que ça cliquait. Ça puis, y allait, là. Ouais, ça. Puis le lendemain, dans le fond... On s'est reparlé, puis les gars m'ont dit « Hey Charles, si tu veux nous suivre, pas de trouble, sens-toi bien à l'aise. Let's go. C'est chill. » Puis, Est-ce qu'ils ont aussi évalué ton Sherpa, mettons? T'sais, parce qu'il fallait que ça connecte avec ton Sherpa. En fait, les Sherpas... Ils se connaissent tous, sûrement? Ouais, c'est un petit monde, ils se connaissent entre eux. Puis moi, la chance que j'ai eue, une chance énorme, c'est d'avoir un des Sherpas les plus expérimentés. Tu sais, moi, Renji... Il avait monté l'Everest 12 fois. 12 fois. Fait que c'était un atout là, pour tout le monde d'avoir Renji avec nous. Là. Un Sherpa, ça gagne combien pour faire l'aller-retour sur l'Everest? Ben, tu sais, dans le coup, bien impressionnant. J'aime ta question d'ailleurs, ça, on me l'a jamais posé, puis je vais y répondre. C'est que, tu sais, dans le coup peu importe, là, du 50 à 100 000, il y a une grosse partie qui est reliée, oui, au permis d'ascension qui coûte pas loin de 15 000. Mais l'autre grosse partie, c'est le salaire du Sherpa. Fait que le salaire du Sherpa, c'est comme en canadien, là, c'est une affaire comme 12 000 $. Okay. Puis moi, j'ai donné 6 000 de pourboire en plus. Fait que le Sherpa, lui, il monte l'Everest une fois par année, puis il s'est fait 18 000. Son année est-tu faite, mettons, lui, dans son année est plus qu'elle faite parce que, dans le fond, le salaire moyen d'un Népalais, c'est à peu près 500 $ US par année. Et si bon, hey, OK, il est riche. Les là. Sherpas sont riches. Tu sais, Renji, lui, il est né dans un village dans la vallée du Khumbu, mais ils ont un condo à Katmandou, puis ses enfants, ils sont allés à l'école, à l'université. Là, Okay. Fait que c'est pour ça que ces gars-là, ils font cette job-là qui est certes, oui, très dangereuse, mais ça les amène à offrir une vie de qualité à leur famille. Puis... ils aiment vraiment ça, monter la montagne. T'sais, ils sont nés dans les montagnes. Ils adorent ce qu'ils font. Puis c'est ça. C'est pour eux, je ne suis pas gêné de le dire. Là, ils sont très bien rémunérés. Ah oui. Mais tant mieux. Fait que les gars, ils font une expédition souvent au printemps, puis une expédition à l'automne. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver, les vents sont trop importants. Les montagnes au Népal, ils ne se montent pas l'hiver. Puis l'été non plus, parce que l'été, c'est la mousson. C'est comme la saison des pluies. Fait que l'été puis l'hiver, il n'y a pas de montagne. Fait que les Sherpas, ils vont faire des ascensions au printemps avec des treks, puis à l'automne, un peu la même chose. Mais l'Everest, ça, c'est vraiment le gros là, de leur année. C'est là où ils font le plus de cash. Puis, c'est là que ça se passe. Puis ils font leur année avec cette expédition-là. Puis, t'as-tu une question? Ben, toi, t'es sur Sherpa. Moi, j'allais changer un autre sujet, parler d'autres choses. Ok, ben moi, je l'ai oublié. Vas-y, pose la question. Fait que là, tu rencontres Inoxtag. Ouais. C'est quoi ta première impression d'Inoxtag? Ben écoute, ma première impression, c'est que les boys, ils ont une belle énergie. Là, c'est des gars, déjà, en les rencontrant, que je sais que je vais avoir du fun avec eux autres. Le pourquoi que je voulais être avec avec des gens, d'abord, c'est pour partager un peu nos émotions dans les tentes. Renji, autant que je l'aime, il parle presque pas anglais, il parle Yes No Toaster. Fait que c'est un peu pour ça, les Sherpas sont à peu près tous pareils, ils sont rares ceux qui parlent bien anglais. Fait que c'est un peu pour ça le fameux Emergency Toilet. Ben, c'est à cause de ça. C'était des mots clés qu'il fallait que les Sherpas comprennent que ça pressait. Puis d'être avec les boys, moi, c'était pour avoir un partage dans la tente le soir après avoir monté, que ce soit dans les rotations ou pendant l'ascension. C'était pour tout le 40 jours là, qu'on passe dans la montagne. C'était pour ça que tu veux être avec du monde pour partager, parce que c'est longtemps, 40 jours de temps, si tu parles pas à personne d'autre. Là. Oui.
C'est quand t'as réalisé l'ampleur du documentaire qui était en train de se faire tourner? Tu sais, au début, tu savais même pas c'était qui. C'est quand t'as réalisé que ça allait être un gros truc, là? Ouais, ça, je l'ai réalisé rapidement parce que, écoute, quand j'ai rencontré les boys, là, tu sais, il y avait le réalisateur, il y avait l'assistant réalisateur, puis eux autres, ils montaient au camp de base avec nous. Puis après ça, il y avait un autre Népalais qui est vidéaste, qui s'appelle Manish. Fait que là, tu sais, je voyais qu'il avait engagé Louis, mon chum, qui est vidéaste aussi. Fait que je voyais, tu sais, un peu l'ampleur de l'équipe. Puis je réalisais qu'écoute, il y avait beaucoup de sous en arrière de tout ça, là, tu sais. J'ai vite compris que le gars, c'était pas n'importe quel YouTuber, là, tu sais. Puis là, après ça, ben, il me parle que globalement, dans ses réseaux, il y a plusieurs millions de followers, là. Je catchais que c'était quelqu'un de très connu en France et dans la francophonie. Ouais. Puis il est comment Inoxtag off-cam? Il est le même gars que à Cam. Là, c'est pareil, c'est le même gars. Inès et Inoxtag, c'est deux gars complètement pareils. Une boule d'énergie, un gars hyper le fun, puis super humble aussi. Là, jamais on s'est tout le temps parlé d'égal à égal. Puis ça, je pense que autant lui, il l'appréciait parce que moi, que je le connaissais pas, ben tu sais, j'y parlais pareil comme qu'on se parle là. Fait que ça a été super. Puis écoute, avec Mathis, qui est le guide que Inox y avait engagé pour tout faire sa préparation, écoute, c'est un bijou, là, ce gars-là. Donc, on a vraiment eu du fun, puis c'était des vrais. Les gars, tu sais, moi, j'avais de la crédibilité envers eux autres à cause que j'avais fait un 8000. Mais eux autres, ils en avaient parce qu'ils m'ont dit, tu sais, les montagnes qu'ils avaient faites avant, le Cervin puis la Madablanc, mais écoute bien, là, c'est pas des montagnes faciles à monter, là, c'est technique. Puis ils étaient vraiment préparés, puis ils ont fait les choses sérieusement. Tu sais, c'est sûr que ça détonne, là, tu sais, quand tu entends quelqu'un dire 1 an pour graver l'Everest, puis il lance ça out of nowhere de même. Tu te dis, il est fou, puis ça avait fait un peu polémique à cause de ça. Tu sais, le monde, il disait il va se tuer, là, c'est pas un jeu, mais il l'a pas pris pour un jeu pantoute. Là, il était vraiment. Quand j'ai rencontré Inox, là, je me suis dit ce gars-là, c'est un athlète. Là. Okay. Il était vraiment. Puis dans la montagne. Dans la montagne, il était solide, là, une brute, là, autant physiquement que mentalement. Il était vraiment. Ouais. Il était pas. Parce que ça, je me demandais, est-ce qu'il était un fardeau, puis est-ce qu'il y avait les mêmes défis que vous, tu sais? Est-ce que, vu que c'est comme la star, il transporte moins de sacs, ou genre, il y a quelqu'un qui. Il a fait le même travail, exact. La même affaire, puis tu sais, nos sacs, là, ils étaient lourds, là, nos sacs. Tu sais, le sac du Sherpa, il pèse à peu près 10 livres de plus que nous. Le nôtre, il pèse environ, je dirais, autour de 25-30 livres. Puis tu charries dans ton sac? Écoute, on charrie plein de stock, là, tu sais, c'est toujours, on charrie tout le temps du stock au cas où qu'on ait froid. Donc, exemple que j'ai une paire de gants, ben c'est sûr que dans mon sac, j'ai mes grosses mitaines. Là. Après ça, on a notre sleeping bag, on a de l'eau, on amène de la bouffe. Vous montez les tentes aussi? Les tentes, ça, c'est les Sherpas qui s'en occupent. Puis, c'est des tentes quand même assez légères, là, faites exprès pour ça. Puis, on les amène là dans les rotations, puis ils vont rester là. On redescend les tentes à la fin de tout. Là. Ouais. OK. Aïe, aïe. Puis l'Everest versus les autres, tu disais, t'en as fait d'autres, 8000 mètres, etc. Est-ce que l'Everest, on entend des fois que c'est ultra touristique, puis que genre t'arrives en haut, puis il y a des paquets de bord Mars, tu sais, comme que c'est un peu insalubre. Niveau beauté, est-ce que ça se compare avec les autres, ou justement c'est un peu trop touristique, fait que ça fait perdre un peu du lustre de la montagne? Ouais, il y a un côté qui est vrai à ce que tu dis. Dans le fond, l'Everest, là, c'est vraiment beau, c'est iconique, t'es à l'Everest, mais oui, ça perd un peu de sa beauté, parce que, tu sais, quand t'arrives, puis que tu vois la file de monde, ben là, c'est un peu décrissant. Là, c'est comme poche de te trouver en file indienne avec tout ce monde-là. Mais après ça, tu relativises. Là, faut que tu te dis, si l'Everest, ça se monte juste 2 semaines par année. C'est pas à l'année longue qu'on peut monter l'Everest. La fenêtre pour monter l'Everest, c'est à peu près entre le 12 et le 26 mai à chaque année. Puis il peut ne pas faire beau pendant ces jours-là. Ben, c'est pas il peut, c'est qu'il fait pas beau à toutes les journées pendant ces 2 semaines-là. Fait que là, cette année, il y a à peu près eu 5-6 belles journées pour faire le sommet. Fait que quand tu te dis qu'il y a environ 400 permis par année dans tout le monde entier,
Ben là, tu te dis, ouais, au final, c'est pas tant que ça. Tu sais, quand tu penses que le Kilimanjaro, il y a à peu près 100 000 personnes qui le montent par année, tu te dis, l'Everest, pas tant que ça. C'est sûr que ça devient viral. Le monde qui monte l'Everest, il n'y a pas un chat. Et le gars, il poste une photo de ça. Ça devient pas viral, cette photo-là. Mais quand tu mets une photo sur les réseaux sociaux, qu'il y a une file indienne, puis que tu vois 150 personnes, là, ça attire l'attention. Puis c'est ces photos-là qui deviennent virales, tout simplement. Puis nous, c'est là-dedans qu'on s'est retrouvés cette année à être dans le trafic. Puis le trafic, il est facile à comprendre. C'est que dans le fond, tu as une trail, puis d'entre elles, ben, tout le monde qui monte, puis tout le monde qui redescend, il passe par la même place. Puis qu'est-ce qui crée le trafic? C'est quand tu croises quelqu'un qui redescend, ben là, il faut que tu te déclipes la corde, que tu te reclipes. Fait que ça crée du trafic. Puis là, les endroits techniques où c'est dangereux puis compliqué, ben là, c'est là que ça jamme puis ça fait des espèces de goulots d'étranglement, si on peut dire. Là. Puis c'est angoissant d'être dans le fil parce que t'avances pas. Puis tu sais, on l'a vu dans le film d'Inox, il y a une corniche à un moment donné qui lâche, puis il y a du monde qui sont partis de l'autre bord, tu sais. D'être dans le fil, là, dans la montagne, ça, c'est pas angoissant parce que tout le monde va à peu près à la même vitesse. Il n'y a pas personne à cette altitude-là, il n'y a pas personne qui court, puis tout le monde se suit, puis ça va bien. Où que c'est angoissant, c'est justement où tu parles, là, c'est sur Hillary Step. Là, tu es à peu près à 8800 mètres. Écoute, je veux même pas dire que c'est angoissant. Là, je veux dire que ça a été le moment où j'ai eu le plus la chienne de ma vie. Là, honnêtement, je capotais. Mais là, t'es là, t'as comme pas le choix, t'avances, puis c'est juste ça, puis tu restes focus dans le moment, puis sur tout ce que tu fais, puis chaque move est important, là, tu peux pas faire une erreur, sinon t'es plus là. C'était quoi je suis pas sûr de ce moment-là. C'était quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus dangereux, ce moment-là de l'expédition? Ben, c'est que Hillary Step, c'est un endroit hyper technique. Donc, quand tu croises, tu sais, t'as 2000 mètres de vide de chaque côté de toi, puis la trail est à peu près large comme la chaise que je suis assis. Fait que là, tu croises quelqu'un sur cette largeur-là. Mettons, Frank, moi plutôt, on se croise là, sur cette chaise-là. Ça va prendre, tu sais, ça prendra pas rien que 5 secondes, puis tout est fait. Là. Fait que c'est là que ça prend du temps. Puis, tu sais, t'es en extrême altitude, t'es dans la zone de la mort qu'on appelle. Puis là, tout le monde a de l'oxygène. Ton oxygène, c'est dans le fond, t'en as pas à l'infini. Là. Ta bonbonne est bonne pour un certain laps de temps. 5-6 heures environ? Bien, ça dépend. Sa bonbonne, tu as un régulateur. Puis ton régulateur, il va te donner un débit d'oxygène supplémentaire. Okay. Puis, en fait, tu peux le régler à 4 litres d'oxygène par minute. Moi, je l'ai réglé à 2 litres d'oxygène par minute, puis j'ai fait mon ascension avec ça, puis j'avais aucun problème. Fait que j'ai jamais été stressé à l'idée de manquer d'oxygène. Mais il y en a gros du monde qui stresse. Le gars qui se met à 4, là, lui, de l'oxygène, il y en a pour bien moins longtemps que moi. Là. Fait que, faut que ça roule. Là. Faut que ça roule, puis là, il y en a des fois qui en manquent. Là, on l'a vu là, dans le film. Là, puis écoute, ça, c'est freakant. Là, manquer d'oxygène à cette altitude-là, tu peux littéralement crever. Là. Direct. Puis tu vivais comment avec le fait de voir des morts sur l'Everest à côté de toi? Ça, man, c'est spécial pareil, mais j'étais préparé, on aurait dit à ça. Ça m'a pas trop affecté sur le moment quand je le vivais parce que je savais que j'allais en voir. J'avais regardé tellement de vidéos avant de partir, puis j'avais vu qu'il y avait à peu près 200 morts là, qui étaient encore sur la montagne. Fait que j'étais préparé à en voir, puis quand j'en ai vu, ben c'est sûr que là, ça te fait reconnecter au moment présent. Tu te dis reste focus, le gros, là, tu te dis reste concentré sur qu'est-ce que tu fais, puis one step at a time, là, c'est pas... Puis ils ressemblent à quoi, les cadavres? Ben écoute, bizarrement, ils sont bien préservés parce qu'ils sont congelés, tu sais, fait que le gars, ça peut faire 5-6 ans qu'il est là, puis il y a encore de la peau, c'est pas un squelette, là, fait que tu vois la face, tu vois les mains gelées, tu sais, sont toutes... c'est spécial, ouais, c'est vraiment spécial à voir, mais ouais, ça ressemble, c'est spécial à voir, mais c'est sûr, tu sais,
tu passes pas ton temps non plus. Tu restes pas 5 minutes à côté à l'observer. Là, Ouais. Ben, quand tu fais la file en même temps, t'as rien que ça à faire s'il m'a crevé là. Ouais, oui, mais tu sais, en même temps, comme je t'ai dit, tu le fixes pas pendant 10 minutes de temps à le regarder. Ouais, là, mais ton cerveau doit quand même. Tu sais, c'est comme. c'est clair, man. C'est comme un décolleté, tu sais qu'il faut pas que tu le fixes, mais genre, tu le sais que ton cerveau va y retourner 2-3 tirs, tu comme Chris. Exact, puis tu sais, comme je t'ai dit, j'étais préparé à ça, j'ai bien dealé avec le fait d'en voir, puis ça m'a juste fait reconnecter au moment présent, tout simplement. T'as fait ton testament tantôt. Ouais. Est-ce que l'Everest ça aurait été la plus belle tombe pour toi, la plus belle place pour mourir? Non, pas du tout. En fait, tu sais, quand je fais ces aventures-là, dans le processus, tu sais, de te faire à l'idée que tu t'en vas là-bas, tu sais, sur un 8000 mètres, ben, tu sais, c'est sûr qu'à quelque part dans le processus, il y a une acceptation à y avoir du fait que ça se peut que ça arrive. Fait que moi, je fais mon testament, tu sais, à peu près une fois par année. Je renouvelle, tu sais, mes affaires, d'être sûr que c'est aligné avec mes volontés et tout. Simplement par responsabilité, au cas où que ça arrive, je ne veux pas laisser, tu sais, mes proches dans la merde avec tout le reste. Fait que je fais ça juste pour être responsable. Tu peux pas avoir d'assurance vie, c'est sûr, toi. Ou ça doit te coûter les yeux de la tête faire des affaires de même. Ouais, ben c'est sûr. En réalité, c'est un bout que je sais pas trop. Là, je pense pas que tu peux même pas travailler là-dedans. Je pense que. Stéphane, il dirait non. Mais je vais pas là pour mourir. Là, j'ai pas la fièvre du sommet à me dire hey, il faut absolument que je fasse le sommet, puis blablabla. Là, si les planètes sont alignées puis ça le permet, ok, parfait. Puis cette année, on a eu une belle météo pour faire le sommet, ça allait bien. Fait que, tu sais, il y a de la chance aussi reliée à ça. Il n'y a pas juste la préparation. Il faut que tu sois chanceux avec la météo surtout. Puis, comme je dis souvent en montagne, tu sais, l'important, c'est pas être bon tout le temps, c'est être bon quand c'est le temps. Puis la journée du sommet, ben écoute, j'avais des bonnes jambes, puis je me sentais bien. Puis, tu sais, je vais pas là pour mourir. Puis non, ça serait pas l'endroit où je voudrais être. Pas du tout. Tu sais, j'aime la vie, puis je fais ces aventures-là justement pour me sentir vivant, puis vivre mes rêves tout simplement. Puis, écoute, en redescendant de l'Everest, moi puis Louis, on a dormi à Camp 4. Puis le lendemain, c'est là que j'ai fait le Lhotse, qui est la 4e plus haute montagne au monde. Fait que ça, c'est un exploit sportif quand même impressionnant en alpinisme, là, de faire Everest, Lhotse, back-à-back en 24 heures. Ça, c'est assez insane, là, si je peux dire. C'est pas de quoi qu'on voit souvent, là, mettons, dans ce domaine-là. C'est fou, ça. Puis t'es-tu en couple, toi? T'es-tu une blonde? T'es célibataire? Moi, j'avais une blonde quand j'étais allé à l'Everest. Puis, tu sais, c'était une expédition j'ai été parti 10 semaines. Puis, on était un jeune couple. Puis, c'était éprouvant, là, faire ce genre d'aventure-là, puis de partir aussi longtemps. Puis, quand je suis revenu, on s'est laissé, tout simplement. C'est pas... c'est sûr que c'est des choix de vie. C'est des choix de vie difficiles de vivre la vie d'aventurier. C'est sûr que ça amène des difficultés dans nos relations, dans l'équilibre de vie en général, là, dans toutes les sphères de la vie. Je suis pas en train de vous dire que j'ai la vie la plus équilibrée dans toutes mes sphères. Là, c'est sûr que ça amène à faire des choix de vie qui sont difficiles. Mais je vis mes rêves, puis je me dis qu'un jour, ça va arriver, puis que je rencontrerai quelqu'un qui aura le goût de l'aventure aussi. Je reste pas assis dans mon divan à attendre que le bonheur me frappe, puis je vis mes choses, puis un jour... Entre-temps, t'as une petite bonne bio Tinder, là. J'ai monté le mont Everest avec Inoxtag, genre ça swipe right, ça. Vraiment, ça swipe. Ah, c'est bon. Puis dans le reportage de Inox, c'est quoi qui t'a le plus impressionné dans le montage? Puis dans, tu sais, toi, t'as vu ça un peu off-cam, mais... Quand t'as vu, t'es allé à Paris, t'as participé au lancement, comment t'as vécu ça, toute cette grande aventure-là avec Inox? Ben écoute, tu sais, c'est un grand privilège là, d'avoir fait partie de ça. C'est que je me pince encore, là, je me dis, c'est une chance que j'ai eue là, de m'être retrouvé avec eux. Puis au final, quand j'ai regardé le film, moi personnellement, je savais pas à quoi m'attendre. Oui, on a eu les cams sur nous pendant les 40 jours que j'ai été avec eux non-stop. Mais j'avais aucune attente. Je savais pas c'est quoi le message
sortir de tout ça, puis ainsi de suite. Puis c'est ça qui m'a le plus surpris, au-delà des images, c'est le message. Ce qu'Inox il dit à la jeunesse, à ses abonnés, c'est simplement de leur dire qu'eux aussi ils peuvent le faire, puis c'est de sortir, puis c'est de vivre l'aventure, puis de pas vivre de pas vivre en arrière sur nos téléphones en regardant les autres vivre leur vie. Puis ils donnent vraiment le goût de l'aventure à la jeunesse. Puis ça, moi, je trouve qu'il y a de quoi de vraiment beau là-dedans. Puis j'ai été vraiment impressionné. Tu sais, ça n'a pas été un film où il a fait l'éloge de lui-même puis qu'il s'est glorifié parce qu'il avait fait le sommet de l'Everest. Tu sais, à la limite, le sommet de l'Everest, il n'était même pas important dans le film. On aurait pu pas faire le sommet. Alright, je pose la gang. On s'excuse, on a eu un problème avec notre visuel dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que là, toute notre vidéo a chié. Il reste juste le son. Fait que là, on avait comme deux options. On se demandait quoi faire. Moi puis Frank, on était comme, on reprend-tu l'épisode? Mais là, le gars, il repart en expédition, genre demain. Il est toujours parti. Il habite à Drummond. La veille, il était à Québec. Puis le lendemain, il était rendu dans le New Hampshire. En tout cas, il est toujours en expédition. Donc, on pouvait pas reprendre le podcast. Mais c'est un bon podcast. Fait on a décidé de laisser ça de même. C'est juste une petite demi-heure où on apprend plus sur son excursion avec Inoxtag. Non, c'est pour vrai, ça vaut la peine. C'est vraiment nice. Genre, il nous raconte tous les détails de son mont Everest. Puis toute la dernière demi-heure est super intéressante. C'est juste qu'il n'y aura plus le visuel. Mais on s'est dit, gars, là, vous allez. On a demandé à notre graphiste de faire un beau visuel. Vous allez quand même voir nos belles faces. Fait que stay tuned. Puis on espère que vous aimez l'épisode. Bon restant de podcast. Puis merci d'être là encore en si grand nombre. On vous aime. Ça aurait été le même message. Puis le film il aurait été aussi beau. Fait que moi, honnêtement, c'est vraiment ça que j'ai trouvé de complètement incroyable dans ce film-là. Puis je pense que tous les jeunes devraient regarder ce film-là. C'est vraiment, vraiment inspirant, tout simplement. Là. Ben oui, c'est malade. Puis toi, le bout, tu sais, c'est ça. Tout un segment genre de 6 minutes où tu parles de ton caca. Puis là, ça, le moment où tu l'écoutes, genre, puis là, tu sais que ça va pogner méga views. C'est quoi ta réaction? Parce que c'est vraiment un bon moment. C'est un moment fort du documentaire. Puis c'est super drôle. C'est un bon comic relief. Mais toi, en le regardant, t'étais-tu comme... Ah non, si, il a pris le moment où je me suis chié dessus. Ou tu sais, c'était quoi ta réaction de ça? Ben, je savais que le moment il allait passer parce que, dans le fond, cet été, Inox, il m'a texté sur WhatsApp. Il me dit, hey Charles, tu sais, moi, je savais, je veux préciser, je savais que j'allais pas être comme dans le documentaire parce que, à un moment donné, tu sais, le documentaire, il est assez long. Il peut comme pas présenter tout le monde, puis sinon, ça aurait duré 3 heures et quelques. Mm-hmm. Fait que... je savais que j'allais pas être trop dans le documentaire, mais cet été, il m'envoie un texte, puis il me dit la prod, en regardant la fameuse scène à Camp 2, il dit ils ont pogné la barre de leur vie. Donc, un extrême fou rire, là, à l'effet que c'était super drôle. Puis ça l'est. Puis il me dit tu me permets-tu de la mettre dans le documentaire? Mais moi, la scène, là, quand il me demande ça, là, je ne l'ai pas vu, là, filmer comment ça a sorti. C'est un vieux souvenir flou un peu, sûrement. En réalité, tu sais, je me suis dit, pour vrai, je m'en sac parce que tout le long, peu importe ce qu'ils ont filmé de nous, tout le long, on a été authentique. Puis ça. Tu sais, je me suis dit, au pire, ça sera juste le reflet de cette authenticité-là, puis du fun qu'on a eu ensemble. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? J'ai dit, garde, je te fais confiance, mets ce que tu veux. Puis au final, ils ont mis la scène, puis c'est juste fucking drôle, là, tu sais, honnêtement. C'est juste trop drôle. Tu sais, c'est sûr, quand j'ai vu ça, c'était pas le moment le plus glorieux, mais en même temps, je pense que les gens, ils ont compris l'essence de l'authenticité puis de la camaraderie qu'on avait. Puis les commentaires sont juste... trop bon, là, tu sais, le monde m'a écrit, j'ai reçu des centaines de messages, puis les gens sont trop gentils avec moi, puis tu sais, le monde, ils m'écrivent la légende, le GOAT, puis c'est juste, tu sais, ça me fait rire, puis je suis juste super content d'avoir fait partie de cette aventure-là avec eux. Là. Ben, c'est hâte que tu aies cru en tes rêves, puis genre d'avoir toujours processé genre dans l'obtention d'eux, puis que là, t'arrives à l'Everest comme sûrement ton plus gros rêve d'alpiniste, puis là, tout ça se déroule en même temps, ça devait être comme wow, quel tu parlais des planètes alignées tantôt, c'est comme parfaitement aligné, tu sais. Ouais, c'est complètement sick d'avoir vu ça. Puis oui, l'Everest, c'est sûr que c'était un grand rêve parce que ça frappe l'imaginaire de monter cette montagne-là.
Puis tu sais, jamais j'aurais cru ça possible quand j'étais plus jeune, voire il y a quelques années. Mais j'ai toujours dit que pour moi, l'Everest, c'était pas une finalité. Puis tu sais, j'ai un amour sincère pour les montagnes. Puis là, en ce moment, c'est ça qui se prépare. Là, je m'en vais faire une autre montagne en Papouasie, Nouvelle-Guinée au mois d'octobre. En fait, dans 3 semaines. Puis après ça, ben, je vais enchaîner. Là, je vais en Équateur faire d'autres montagnes au mois de décembre. Puis je retourne ensuite au Chili au mois de janvier. Donc, c'est vraiment... l'Everest, c'est pas une finalité, puis je vais continuer à faire des montagnes. Puis tu sais, là, le documentaire a fait en sorte que tu es devenu une personnalité publique, veux pas, tu as gagné comme 40 000 abonnés sur Instagram, le monde parle de tout, t'es le GOAT, etc. Est-ce que tu veux utiliser parce que tes prochaines aventures, là, deviens l'influenceur montagne du Québec, il me semble que c'est une niche qui est le fun, puis il y a du monde qui vont vouloir suivre ça. Tu veux-tu pousser là-dedans un peu sur quelque chose qui t'intéresse? Ben, tu sais... Peut-être que ça va se faire naturellement, que je viendrai qu'à m'associer avec des compagnies reliées à ce domaine-là. Tu pourrais peut-être même faire financer des expéditions, tu sais, pour des... Peut-être éventuellement, sauf que, tu sais, en ce moment... Peut-être qu'Eros, il pourrait te financer. Mais en ce moment, mon souhait, c'est pas de devenir un influenceur puis faire des stories avec des produits pour dire « Hey, achetez telle affaire ou telle affaire ». C'est vraiment juste de continuer à vivre mes rêves, à faire mes aventures. Puis tant mieux si ça arrive. C'est sûr que là, c'est surprenant un peu tout ce qui se passe. Là, en fait, moi, il y a un mois, j'avais pas Instagram. Là, je viens d'arriver un peu en 2014. Là, je viens de me créer un compte simplement dû au fait que je me consacre à l'aventure à temps plein. Puis, j'avais fait une course, puis je chantais que c'était le moment où il était arrivé. Puis là, le documentaire s'en venait, la sortie du doc s'en venait. Fait que je m'étais juste dit, OK, c'est cool, je vais me faire un compte Instagram. Mais jamais j'aurais pu penser que ça allait popper autant. Là, honnêtement, c'est totalement inattendu, imprévisible là, d'avoir autant d'abonnés. Mais je me dis juste, tant mieux d'avoir ça. Puis je vais juste continuer à partager mon quotidien. Puis si ça peut un peu captiver le monde qui regarderont mes histoires que je fais anyway, puis si ça peut en inspirer d'autres, ben juste tant mieux. Là. Ouais, ben c'est ça. Honnêtement, c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que ça rajoute encore plus, parce que moi, je savais pas l'affaire que tu peux juste monter le Mont Everest 2 semaines par année, puis qu'il y a 400 personnes dans l'année qui fait ça, mais je trouve que ça rajoute encore plus de quoi d'unique là-dedans. Puis aussi, ça explique pourquoi c'est cher. Là, à un moment donné, s'il y en a 400 par année qui le font, il faut que ça. C'est la loi de l'offre et la demande comme tout aussi. Ouais, ben il n'y a pas de limitation dans le nombre de permis. Mais un jour, je pense qu'il faudra que le gouvernement du Népal mette leur pied à terre et qu'il limite justement le nombre de permis qui va être émis. Puis tu sais, là, quand je dis 400, c'est 400 étrangers, là, 400 personnes comme moi. Compte pas les Sherpas. C'est ça. Fait que là, les Sherpas, c'est minimum 1 par grimpeur. Donc, tu es à minimum 800 personnes. Fait que figure qu'il y a environ 1000 personnes, incluant les Sherpas, qui vont monter l'Everest à chaque année. Ouais, mais quand même, c'est fou, man. Ouais. Je pense qu'on est rendu à parler de cul, mon Frank. On a-tu le cadeau? Non, je l'ai pas, je pense. Non. Ce sera pas, on va juste trouver le cadeau avant de faire le segment. Mais on va trouver peut-être dans le char à terre ou moi. Je vais poser d'autres questions avant ça. T'es allé au lancement du film à Paris. Je pense que c'est même monté sur scène. Non. Non? Ok, excuse-moi, j'ai vu une photo. Je vais recommencer. Je veux pas avoir. Fait que t'as participé au lancement à Paris. T'es allé là-bas. Comment que ça s'est passé, ce gros lancement-là? Ben écoute, c'était vraiment une scène parce que, tu sais, quand j'étais arrivé là-bas, j'étais avec mon ami entraîneur Gim, puis là, on arrive là, c'est complètement fou de voir toute l'effervescence puis l'engouement que les gens ont. Ça sort dans 300 cinémas, je dis 300, 500 cinémas à travers la francophonie. Les salles sont sold out.
Là, c'est dans le plus gros cinéma de l'Europe, au Grand Rex. Il y a 2800 personnes qui est là. Il y a un cinéma de 2800. Ouais, c'est complètement débile, la salle. Puis là, on rentre là. Écoute, il y a plein de YouTubers connus. Il y a plein d'athlètes olympiques. Je croise Léon Marchand. Tu sais, moi, j'étais un fan de sport. Je croise Léon Marchand qui a gagné genre 5 médailles aux Jeux olympiques cette année. Une style légende. Puis là, le gars, tu sais, Mathieu Blanchard est là. Il y a plein de monde vraiment incroyable. Tu sais, moi, je suis là, Chris, un petit cul de Drummond. Tu sais, je suis tout impressionné par ça. Fait que c'est complètement débile. Là, on regarde le film. Là, après ça, ben, il y a le cocktail VIP. Là, ça a été l'occasion un peu de retrouver, tu sais, tous les Sherpas qui ont fait descendre. Il y avait 5 Sherpas qui étaient là. Inox était là. Fait que là, on a passé un peu de temps ensemble avec Louis, Mathis. Fait que là, c'était vraiment débile de vivre nos retrouvailles, là, des boys qu'on avait fait le sommet ensemble. Puis là, après ça, on s'en va dans un bar à Paris. Écoute, on rentre dans le bar, c'est jam-pack, il y a genre 300 personnes, un astique de place. C'est-tu au Whisper? Non, ça s'appelait le Pamela. Fait qu'on rentre là, je m'en vais me commander un drink, tu sais, j'arrive pour payer mon gin tonic. Le barman, il me dit, non, il dit, c'est bar open. Fait que là, je catch que dans le fond, tout le monde qui était dans le bar, c'était tous des invités de Inox Tag, puis que le gars, il avait sorti la grosse sauce là, pour inviter tout le monde. Fait que ça a été une expérience. Écoute, j'avais jamais vu ça, là, moi, là, un bar open pour 300 personnes. Fait que là, c'est vraiment nice. Puis écoute, dans la soirée, on a jasé à plein de monde, là, incroyable. Plus incroyables les uns que les autres. Puis là, t'étais-tu une des étoiles de la soirée parce que tout le monde a du rire sur ton... Heureusement, j'avais rasé ma barbe, donc les gens, ils me reconnaissaient moins que si je l'avais gardé. Ton accent? C'est sûr que là, il y en a qui catchaient que c'était moi qui avais fait la fameuse scène à Camp 2 qu'on voit dans le film. Fait que c'est sûr que il y a plusieurs personnes dans la soirée qui sont venues me voir puis qui trouvaient ça juste trop drôle puis qu'on a ri ensemble. Fait que ça a été super le fun. Puis après ça, le lendemain, on a eu un dîner avec tous les Sherpas. On est allé faire une ride de boat sur la Seine à Paris. C'était juste incroyable. Comme des rois, on a passé une fin de semaine jet set. Là, je me sentais vraiment privilégié de vivre ça avec eux autres puis d'être dans leur monde l'instant d'une fin de semaine. Là, c'était vraiment... Puis là, tu textes-tu, mettons, une fois de temps en temps, à toutes les semaines. Là, c'est sûr qu'on s'écrit puis c'est sûr qu'on garde contact. Là, ça, un petit update sur ton caca. Ça, c'est une histoire qui est populaire dans le film. Mais nous autres, on parle pas trop de ça quand on s'écrit. Mais c'est sûr que c'est des boys qui vont être des chums pour la vie. Là, Mathis, Louis et Inox, on a fait Everest ensemble. Fait que, c'est ça, c'est comme. C'est un peu comme. C'est pas ma affaire, mais les boys qui reviennent à la guerre, que c'est genre on a vécu de quoi ensemble, puis là, ils sont proches pour le restant des. Vous avez vécu de quoi de tellement extrême puis unique. Des moments intenses. Ça, vous avez tout le temps être liés d'une certaine façon. Là, C'est ça, exact. C'était quoi le sujet que Inox Tag aimait le plus parler pendant la montée de l'Everest, mais off-cam, quand les caméras étaient fermées, qu'on n'a peut-être pas nécessairement vu dans le film? Écoute, le sujet, Chris, on a parlé de tout, là, on s'est raconté nos vies, on s'est parlé de notre parcours. Moi, je posais gros des questions. Je disais, hey, dude, t'as 8 millions d'abonnés, là, t'as commencé comment? Là? Il me racontait qu'il a commencé à 11 ans à se filmer. Sa mère, il prêtait son ordi, puis il me parlait de toute l'histoire, puis au début, ça marchait pas, là, ça levait pas ses affaires, puis son père, il disait « arrête de faire ça », puis moi, au travers de tout ça, j'ai comme vu une espèce de persévérance. Le gars, c'est un persévérant dans tout ce qu'il entreprend, puis au final, ça a décollé, puis je pense que il est vraiment charismatique, puis les gens se sont attachés à lui graduellement, puis au début, c'était les jeux vidéo, puis après ça, ça a tombé à d'être des aventures qu'il reproduisait dans la réalité, puis ainsi de suite. Fait que ces choses, ils ont vraiment levé. Puis je pense que la pandémie l'a aidé, dans le sens qu'on s'est retrouvé un peu tout le monde en cabané, à regarder, à passer plus de temps sur nos selles, à regarder Internet, ça. Fait que lui, je pense que dans la pandémie, ses affaires ils ont levé.
Mais sinon, on a parlé de tout. Là, on a parlé de ses relations amoureuses, d'à peu près tout là, dans l'expédition, c'est sûr. Là, on passe tellement de temps ensemble. Ouais, non, c'est toute qu'une histoire, ton affaire. Fait que là, on peut-tu parler de cul, là? On est rendu là. On a un segment. Vous me faites peur, là. On a un segment présenté par Eros et compagnie. OK. C'est pas compliqué. Tu tournes la roue, puis chaque couleur représente une question qu'on a composée en montant à Drummond dans le char. Puis, si tu réponds bien, tu vas sûrement bien répondre. Tu te mérites un cadeau? Facile de même. Facile de même. Je suis nerveux autant qu'il a step. Ben non, ça va bien aller. Oh yes, c'est question quoi, ça? Question jaune? Question jaune. Question jaune, crime, ça adonne bien, mon Charles. C'est la question montagne. Le Québec veut savoir, la France aussi. Est-ce que tu t'es déjà crossé dans une montagne? Genre, à un moment donné, dans la montagne, là, t'es là 40 jours, genre, tu te gaules-tu d'entendre comment ça marche à ce niveau-là? C'est ça qu'on... T'es après un break, bienvenue, c'est ce qu'on veut savoir. Dans la montagne, je pense que c'est une bonne chose de garder nos énergies. Mais au camp de base, c'est long, fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Camp de base, c'est combien de temps? Ben, en fait, on est 2 mois total là, au camp de base puis dans la montagne. Puis quand on part dans la montagne, là, c'est camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Dans ces camps-là, premièrement, je suis partner avec Louis dans ma tente. Fait que ça serait un peu gênant de me crosser à côté. De des fois, quand il est passé aux toilettes, là, un petit ouelé. Mais au camp de base, là, on est tout seul dans nos tentes. Fait que c'est 2 mois de temps. Écoute, c'est Avez-vous sûr, l'Internet? Ouais. Au Faut camp que de base, t'amènes tes au camp de VHS. base, au camp de base, on a Internet. Ouais. OK, fait que ça se passe. Puis là, tu me disais que tu venais d'avoir Instagram, là, hey, t'as eu 40 000 abonnés. Puis tout, si je te dis, as-tu des petites qui ont slidé dans tes DM? Ouais, c'est sûr, c'est des choses qui arrivent. Là, c'est sûr que c'est des choses qui arrivent. C'est bien correct. Mais là, comme je disais un peu tantôt, ça amène un peu une complexité. Ma vie d'aventurier, le fait que je sois... que je ne serai pas souvent ici, je suis pas, je suis comme pas disponible à m'investir. Fait qu'en ce moment, je dirais que je pense pas trop à ça non plus. Je suis plus investi envers les aventures qui m'attendent. Je comprends. Okay. Ben, on a un cadeau pour toi. On ne savait pas trop si t'étais en couple ou pas, mais ça s'appelle le piolet. OK? C'est le cadeau. Je le déballe? Tu vas comprendre pourquoi ça s'appelle le piolet. Le piolet. Ça ressemble à un marteau, ça. Exact. En tout cas, tu vas voir. Mais il n'y a pas des couples, mettons, qui montent. Genre, y a-tu des. Il peut y avoir des relations sexuelles dans la montagne? Tu sais, les Olympiens sont ornés, on entend ça. Genre, les alpinistes, y a-tu un peu de ça ou. Honnêtement, moi, j'ai pas vraiment entendu d'histoire de relations sexuelles dans la montagne. Le monde n'est pas là pour ça. C'est sûr. Tu sais, quand tu penses que tu prends ta douche. Tu prends ta douche 3 fois en 2 mois, là, je pense que c'est pas trop. Je pense que c'est pas trop excitant. C'est ça. Fait que là, le piolet, c'est parce qu'on trouvait que ça faisait pioche d'alpinisme en même temps. Là, si t'appognes de l'autre bord. Tu trouves pas? Ouais, ben oui, man. C'est quasiment nice. Puis soit que je ferai un cadeau à l'élu de mon cœur dans le temps des fêtes, sinon ma mère, ma soeur ou une de mes matantes seront bien gênées. Exactement. À l'échange de cadeaux. Ah oui, j'en ai eu, j'en veux plus. Merci. C'est vraiment chill. C'est un plaisir, Puis là, fait que là, qu'est-ce qu'on s'attend pour ton futur achat? Fait que là, comme tu dis, là, t'as d'autres aventures qui s'en viennent. À part la montagne, as-tu d'autres projets? Comment on peut te suivre? Là? Comment on peut t'encourager, toi, Charles? Ben, en fait, c'est sûr que là, il y a plein d'aventures qui m'attendent. Je pars incessamment. Là, je m'en vais en Australie, ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ensuite, je risque de rester un petit peu en Indonésie. Puis j'ai d'autres montagnes qui m'attendent en Équateur en décembre, puis au Chili en janvier. Puis je pense à l'idée de gravir un autre 8000 au printemps prochain. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Puis les gens qui sont intéressés à suivre mes aventures puis à voir un peu ce que je partagerai comme photos, vidéos ou réflexions, ma plateforme Instagram, charles.page.aventurier ou Facebook,
ben c'est sûr que c'est les meilleures places pour suivre ça. On va mettre le lien d'un bio, allez l'encourager, puis il est toujours disponible et célibataire, mesdames. Oui. Puis tu sais, parce que là, c'est ça, t'as plein de projets pour l'année. Toi, t'es en année sabbatique, t'as une job, genre c'est comment? Tu fais quoi dans la vie à part monter des montagnes? Ben, en réalité, j'ai occupé un emploi pendant 10 ans de temps. Puis, tu sais, j'avais le rêve, ça fait longtemps que j'avais le rêve de me consacrer à l'aventure à temps plein. Puis là, c'est le choix que j'ai fait. Puis, j'ai dans le fond pris une année sabbatique. Dans le fond, jusqu'en 2026, je ne travaillerai pas. Dans le fond, je vais vivre vraiment mon aventure à fond pendant au moins un an et demi. Puis, c'est sûr qu'un jour, il va falloir que je me remette au boulot pour faire des sous comme tout le monde. Mais en ce moment, ce qui me permet de vivre un peu tout ça, c'est un choix que j'ai fait. J'avais une maison que j'ai vendue, que je me suis racheté une plus petite maison. Fait que là, ça m'a dégagé un peu d'équité. Puis avec ça, ben là, je me permets de faire des aventures qui coûtent cher, il faut le dire. Mais c'est un choix, avec ce cash-là, ben, je pourrais m'acheter un bateau, un beau char, n'importe quoi. Oui. Ben là, j'ai rien de ça, puis je vis mes aventures. Puis chaque fois que je dépense, mettons, un 10 000, un 15 000, un 20 000 pour faire une ascension, une aventure, ben Chris, j'ai pas de garantie de succès. Là, des fois, ça peut me coûter 20 000, puis je serais pas le sommet. C'est là que tu te dis, l'important, c'est d'apprécier le chemin puis ton aventure au grand complet. Là, tu vas pas là. Oui, je vais là pour faire le sommet, c'est sûr, c'est l'objectif, mais je vais là pour vraiment apprécier chaque journée puis chaque moment que je passe là-bas. Là. C'est malade, ça. T'avais un scoop à nous dire? Ouais, c'était quoi, donc? Un record du monde qui pourrait peut-être être créé par une femme? Ouais, c'est ça. Le scoop, là, c'est que la vie est drôlement faite, justement, à cause d'Instagram. Ben, j'ai pris contact avec une femme, là, une Mexicaine. Puis je vais faire équipe avec elle pour ma prochaine expédition. Chris, t'as un cadeau si jamais. Ouais. Je vais l'emmener. Il donnerait ça au camp de base, full 17 batteries, puis alright, on va en avoir pour la run. On va t'aider à gagner ton record du monde. Fait que non, c'est ça, c'est que on a repris contact, puis c'est quelqu'un que j'avais croisé au Mont Manaslu l'année passée. Puis là, c'est ça, en s'écrivant, elle me demande c'est quoi tes prochaines aventures qui t'attendent. Puis là, j'ai dit je veux aller monter la pyramide de Cartance en Papouasie. Ça, elle, ça fait partie des Seven Summits, donc la plus haute montagne de chaque continent. Ça, c'est la plus haute montagne d'Océanie. Puis là, c'est là qu'elle m'explique, elle me dit Asti, ben, elle m'a pas dit Asti parce que c'est mais elle me dit je me cherche un partner pour aller faire cette montagne-là. Elle dit le partner avec qui que j'étais censé y aller, il s'est blessé. Puis là, j'ai dit OK, fine, blablabla, quelle date, ainsi de suite. Fait que là, ça marchait. Puis là, elle me parle qu'elle, dans le fond, c'est la dernière montagne pour faire un record du monde. Fait que là, j'ai dit OK, c'est quoi ton record? Fait que là, son record, c'est qu'elle, la fille Viridiana Alvarez, elle a fait les 14 sommets de 8000 mètres. Donc, elle a fait les 14 Peaks. Ça, c'est vraiment, là, je vais le dire en bon québécois, c'est fucking insane. Il y a moins de 50 humains sur la planète dans l'histoire qui ont fait les 14 sommets de 8000 mètres. Puis après ça, ben, il y a les 7 Summits, la plus haute de chaque continent. Puis là, elle a fait 6 des 7 Summits. Il en reste juste une. Fait qu'au total, il y a 21 montagnes. Fait qu'elle en a fait 20 des 21. Puis la dernière, c'est la pyramide de Cartance. Puis là, je pars avec elle faire cette expédition-là. Fait que là, ça, c'est un record Guinness. Ça va être, si on réussit, elle va être la première femme de l'histoire à avoir fait cet accomplissement-là des 14 Peaks puis des 7 Summits. Fait que, écoute, d'être à ses côtés, encore une fois, c'est un asti de privilège. Puis je me pince, là, je me dis, what the fuck, là, Les étoiles sont encore alignées, là. Ouais, c'est ça, mais là, encore là, il faut pas prendre pour acquis qu'on va réussir. C'est un expé qui va être tough, qui est super technique, puis beaucoup de pluie au camp de base, puis c'est une paroi rocheuse, vraiment, vraiment difficile. Fait que j'ai hâte de voir ce qui nous attend, mais c'est sûr que je suis bien entraîné, puis justement, j'arrive de faire un 50 km de trail hier, puis là, j'ai le marathon de Québec en fin de semaine. Fait que c'est sûr que
il va falloir le gagner, là, mais je me sens prêt, puis de faire ça avec une personne comme elle, là, c'est un grand privilège. C'est ça, parce que je pense que ça t'a apporté beaucoup d'humanité, tout ça, parce qu'on parlait off-cam tantôt, puis demain, tu vas faire un marathon, mais tu vas faire un marathon spécial. J'aimerais ça que tu nous expliques ça. Ben en fait, c'est que je t'ai investi dans la cause des enfants malades du Québec avec Opération Enfants Soleil, puis... en parallèle de gravir l'Everest, l'automne passé, quand j'ai annoncé que j'allais gravir l'Everest, ben au même moment, j'ai annoncé que je voulais faire une levée de fonds de 100 000 $. Puis ça, Chris, 100 000, ramasser 100 000, il faut quand même que tu te lèves de bonne heure. Puis c'est un objectif qui m'intimidait autant que monter l'Everest, là, de ramasser ça. Puis ça m'a amené à faire des rencontres exceptionnelles, extraordinaire en fait. Puis j'ai rencontré une famille de Drummondville dont l'enfant Pierre-Olivier, c'est l'ambassadeur Enfants Soleil du Centre du Québec. Puis il y a 15 ans, puis je me suis lié d'amitié avec Pierre-Olivier. Puis dans le fond, quand je suis revenu de l'Everest, je lui ai dit « Hey, j'ai le projet de faire le marathon de Québec à l'automne, au début de l'automne. » Puis j'ai dit « Si ça te tente, on pourrait prendre un kart. » Puis qu'on court ça ensemble, qu'il soit assis dans le kart, puis que je pousse le kart pendant 42 km de temps, puis qu'on fasse le marathon. Lui, malheureusement, à cause de sa condition, il a une paralysie cérébrale qui l'empêche de... En fait, c'est plus difficile pour lui de bouger ses membres, donc il peut pas marcher, il se déplace en fauteuil. Puis, de vivre ça, puis de faire un marathon, puis de découvrir... Parce que ce qui est beau de faire un marathon, c'est de découvrir la ville, puis de tout voir, là, Fait que là, on va vivre ça ensemble, puis moi, je suis super excité de vivre ça avec lui. Fait que je trouve que c'est une belle continuité de faire ça. Puis, moi, la cause d'Opération Enfants Soleil, c'était pas de quoi que je voulais faire. OK, fine, j'ai ramassé... au final, j'ai ramassé 150 000, mais je voulais pas juste faire « Ah, j'ai ramassé 150 000, puis... » Fini, merci, bonsoir. C'est une cause dans laquelle je veux continuer de m'impliquer dans le futur en faisant des présentations dans les écoles, ainsi de suite. Puis, tous les fonds amassés avec les présentations que je ferai dans les écoles pour inspirer les jeunes, seront remis en totalité à la Fondation Opération Enfants Soleil. Ouais, c'est vraiment hot. Puis est-ce que Opération Enfants Soleil est linké avec ton Instagram? Parce que là, maintenant, t'as plus de reach là, si tu veux ramasser des fonds. Ouais, ben là, c'est sûr que en 2024, là, à quelque part à l'automne, je vais annoncer une campagne pour l'année 2024-2025. On sait que le Téléthon, il y a tout le temps lieu au début juin. Donc là, je n'ai pas encore rien annoncé en lien avec ma prochaine levée de fonds là, que j'organiserai, mais il y en aura une plus modeste. Là, c'est sûr que je ne pourrais pas me lancer dans une aventure de récolter 100 000 $ à chaque année parce que c'est de quoi qui prend beaucoup de temps dans le sens stressant peut-être aussi? Ouais, ça amène un lot, une pression supplémentaire, je veux pas, parce que j'aime atteindre mes objectifs, mais c'est un investissement de temps, le fait d'appeler tout le monde, de relancer, ainsi de suite. Puis je pense que dans la prochaine année, j'aurai pas nécessairement ce luxe-là, étant donné que je serai souvent parti à l'aventure. Donc, je risque de faire de quoi de plus modeste, mais comme je dis, mon souhait, c'est pas nécessairement de juste avoir des gens qui vont faire des dons à la campagne que j'organiserai, mais de moi-même m'investir, de faire des présentations, puis ça, les fonds vont être remis en totalité. Là. Ouais, c'est très nice. Très nice. Ben, merci beaucoup, Charles, pour ce podcast-là. Hey, c'est moi qui vous remercie. Sincèrement, c'est vraiment inspirant. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Où c'est qu'on peut te suivre sur les réseaux? Ben, en fait, réseaux sociaux, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Facebook ou bien ma page Instagram, charles.page.aventurier. Parfait, on va mettre ça dans bio, mes chums. Yes, sir. Sinon, venez nous voir en show si jamais vous avez aimé le podcast. On fait des shows live devant le public. On en a un ce samedi à Québec. Ça se peut qu'il reste quelques billets. On est presque sold out, mais si jamais, va voir sur le site, peut-être que tu as encore une chance de t'en acheter. Sinon, on s'en va à Rimouski puis à Gatineau.
22 à Rimouski, puis 24 Yes, à sir. Gatineau. On est complémentaires. C'est on qu'on est est de même. complices. Moi puis mon beau-frère. Puis sinon, Eros et compagnie, on continue à les encourager avec le code BREAK15. Tu sauves 15% de rabais sur tous les produits en magasin. On remercie Monster qui a notre back littéralement dans mon dos. Puis le Barbu Sportif qui nous ont reçus à merveille ce soir. Toi, Frank, as-tu des dernières plugs avant qu'on s'en aille? Ouais, on est toujours à la course de notre 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, continuez de vous inscrire. On a sorti des podcasts récemment avec GNT, Guy Jodoin, Roger. Fait que si vous n'êtes pas allé voir ça, je vous suggère fortement d'aller consommer le podcast number 1 Around the World, mes chums. C'était Frank the Draper, Charles Page, l'aventurier extrême et mon beau-frère qui vous dit ciao, baby! Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.